Il faut effectivement étoffer le dossier, il faut évidemment rencontrer des diffuseurs possibles et trouver des coproductions. Donc les axes de développement, ça va être sur les fonds européens, voir si on peut avoir des fonds pour développer le projet en s'associant. Tu attaques tout ça à la fois ou il faut d'abord rentrer dans une phase d'écriture, avoir un scénario, enfin c'est dans le on voit que le documentaire classique ou le projet cinéma classique, on commence d'abord par l'écriture et là tu vas déjà sauf qu'on est dans une société qui va très vite, où il y a de plus en plus de pitch et de moins en moins de gens qui lisent les dossiers complets, donc à la limite de toute façon il faut réussir à résumer un projet en une phrase et voilà si on va aller au salon Cross Video Days sur le stand avec Benjamin Auguet de StoryCode France à Paris, et il y aura des diffuseurs qui seront là, donc sur le stand les gens ils vont pas lire un scénario de 80 pages, donc faut réussir à pitcher le concept. Après faut faire les choses, mais voir quel peut être l'intérêt là-dessus et voilà, et après c'est vraiment la qualité d'écriture, ça va être aller chercher justement un showrunner ou des écrivains d'anticipation, des scénaristes d'anticipation, ou alors soit les gens qui ont travaillé sur Real Humans ou autres, pourquoi pas, mais voilà, c'est s'associer comme on l'a fait sur le compte de l'histoire. On a vraiment travaillé par phase, par niveau, en ayant les premières idées, en travaillant sur les premiers scénarios, en ayant des premières aides qui permettent d'avancer, etc. Donc on est un peu obligé d'aller comme ça. Donc soit on a une boîte qui a les moyens de payer beaucoup de développement. Ce qui est intéressant, c'est le côté empirique, où on peut tester un concept, voir si ça fonctionne, si ça plaît aux gens, et s'associer vraiment à d'autres personnes assez rapidement, quoi. Donc c'est ce que vous allez faire à Paris là le 19-20 juin. Donc 19 et 20 juin pendant les Cross Video Days qui sont un grand salon où il y a plein de porteurs de projets qui viennent rencontrer des diffuseurs potentiels. Il y a des diffuseurs, donc ça peut être l'occasion, et de toute façon c'est intéressant. Dans la société, on veut vraiment, on a fait les comptes de l'histoire, on a d'autres projets qui sont comme les comptes de l'histoire, c'est-à-dire qui sont vraiment géolocalisés sur un territoire qui est très précis, qui est une manière de faire des projets qui peut être viable économiquement, mais qui s'adresse du coup à une audience qui est géolocalisée, qui est à un endroit. Là, on est sur des audiences beaucoup plus larges, donc il faut qu'on aille voir aussi du coup des diffuseurs nationaux et européens qui ne nous connaissent pas encore. Je vais prendre les questions, s'il y a des questions, des commentaires, des suggestions. Moi, j'en ai quand même envie de profiter de ta présence pour en poser une. Il y a peut-être des gens ici qui ont des projets transmédia, leur premier projet. Toi, tu as déjà l'expérience des contes de l'histoire. Si tu avais un conseil à donner, retour d'expérience, vraiment de leçons tirées du montage des contes de l'histoire, ce serait quoi? Après, au moment où on a développé les comptes de l'histoire, l'organisation des différents, justement des aides qui existaient, on parlait pas de transmédia à l'époque, même si on a l'impression que c'est très vieux, c'était il y a 3 ans, mais quand même ça a beaucoup évolué, donc je pense que c'est un peu plus facile potentiellement maintenant. Après, il faut surtout avoir une bonne histoire et avoir envie de bien la raconter, et puis bien s'entourer justement de différentes personnes, et ne pas être obsédé par la technologie et pas commencer. Enfin là, on parle de la technologie, mais c'est la technologie imaginaire, mais pas commencer par se dire je vais faire quelque chose sur un mobile ou je vais faire quelque chose sur le web, mais plutôt quelle histoire je vais raconter et comment je vais la raconter, et après ça sera se centrer sur l'histoire et ouvrir toutes les pistes. On s'en fiche de savoir si c'est après, si c'est une bonne histoire, est-ce que c'est raconté en série, est-ce que c'est raconté en film, est-ce que c'est raconté sur le web ou autre, peu importe, mais faut surtout que... Est-ce qu'il y a des questions pour Jérôme? Oui. Ou donne de la... Oui. C'est les deux en fait, mais c'est plus par phase. Donc il y a des aides au développement qui existent en région, qui existent au niveau national et qui existent au niveau européen. Après il y a des aides à la production qui existent aux différents niveaux.
Voilà, il y a plein d'aides. Alors c'est vraiment, voilà, il y a des aides qu'on peut pas avoir en doublon, il y a des aides qu'il faut avoir dans un certain ordre, il y a des choses, donc c'est assez complexe. Moi, je connais pas encore tout ça par cœur, mais en plus ça bouge pas mal et voilà. Et vu ce qui s'annonce avec les collectivités, on verra ce que ça donne dans quelques années. Mais enfin, voilà, dans le département de Loire-Atlantique, il y a une aide au pré-développement qui existe pour des projets, qui est très intéressante. Voilà. Après, est-ce que ça va rester? On ne sait pas. Région Pays de la Loire, il y a des aides. Après, ça dépendra aussi de l'avenir des différentes collectivités. Ce qui est sûr, c'est que voilà, il y a vraiment, faut que ça corresponde à l'ampleur du projet. Les comptes de l'histoire, on n'a pas eu d'aide nationale parce que c'était vraiment local et les aides locales suffisaient entre guillemets et c'était plus logique. Voilà. Après, sur un projet comme ça, on est obligé d'aller taper beaucoup plus haut et puis de toute façon, c'est intéressant. Mais tout est lié. Faut des premiers intérêts de diffuseurs avant d'aller aussi chercher certaines aides. Il y a des aides qui se débloquent que quand on a un diffuseur. Après, voilà, ça dépend, ou des partenaires, des partenariats. Mais voilà, l'intérêt sur des projets transmédia, on l'a vu avec les comptes de l'histoire, c'est qu'à la limite, on peut débloquer des fonds qui sont sur de la culture. On peut développer aussi des fonds qui sont sur l'innovation. Et voilà, et sur la culture, il y a pas trop de sous et ça va pas avoir tendance à augmenter. Sur tout ce qui est innovation, etc. Et nous, on s'est battu pour dire que l'innovation de contenu était autant valable que l'innovation technologique. Et ben bon, là, il y a potentiellement des fonds ou des partenariats à faire. Donc, on peut sortir des cases. Comme j'ai pas fait d'école de production, etc., et que je connais pas, effectivement, je commence à connaître, mais je connais pas parfaitement les cases, du coup, c'est un inconvénient d'un côté, et en même temps, c'est un avantage parce que je n'ai pas d'a priori, je peux me dire, ok, je vais prendre des sous ici, je vais en demander là, ou voilà, c'est possible. Oui. Là, quand on va donc en France, donc Real Humans, c'est Arte, c'est diffusé par Arte, donc c'est clairement possible. Et Black Mirror, c'est France 4, qui est tout à fait intéressant aussi. Donc, a priori, ça serait plutôt ça. Bon, ça peut être Canal+, mais à la limite, ils sont sur des séries un peu plus ambitieuses. Ils sont moins sur des séries d'anticipation. Donc là, en termes de ligne éditoriale, pour l'instant, ça correspond tout à fait soit à Arte, soit à France 4. Donc à voir, voilà, si on arrive à avoir des rendez-vous. Mais c'est des gens qui sont... Jean-Teddy Philippe, qui avait travaillé sur les comptes de l'histoire l'année dernière et qui a fait les documents interdits, pour ceux qui connaissent, qui est un projet qui était exceptionnel justement, mais fin des années 80, début 90 sur voilà, des nouveaux, bien avant le projet Blair Witch, sur le fait d'avoir trouvé des documents un peu mystérieux, etc. Donc il a un projet de 3e saison, il l'a proposé à Arte, mais il leur a proposé ça en disant on peut faire en plus du transmédia. Il y a un événement bizarre dans un village, on va créer le site web de la ville en parallèle et mettre des événements, etc. Et la réponse d'Arte, c'était on va quand même pas faire un site web à chaque projet, quoi. Donc c'est pour dire que le transmédia, c'est pas encore, même si les chaînes sont prêtes, c'est pas forcément. Il y a encore un peu de boulot, quoi. Est-ce qu'on considère que l'aspect transmédia c'est juste de la com ou c'est juste alors soit c'est de la com, c'est très bien, du coup c'est du marketing, donc c'est le budget marketing, donc c'est bien. Si ça fait partie de l'histoire, ouais, mais bon, après est-ce que c'est vraiment un complément ou est-ce que c'est vraiment intéressant, mais faut vraiment prouver que c'est intéressant, quoi. Il y a d'autres remarques, suggestions? Oui. Bon, plutôt, ça peut être anglais. Après, Real Humans, c'est en suédois et ça s'exporte quand même très bien. Donc ça peut tout à fait être en français, mais après c'est un côté plus exotique d'avoir un truc en suédois sous-titré en français. Il faut le faire en suédois, je pense. Et on peut le faire. Non, mais après ça peut tout à fait être dire le ou les pays de tournage, ça peut tout à fait y avoir une partie du tournage qui se fait justement. Donc on en revient aux aides. Hein. S'il y a une partie du tournage qui est au Danemark, une autre en France et une autre en Espagne, c'est-à-dire qu'on peut avoir des aides. En Espagne, il n'y a plus trop de il y a plus trop de subventions, mais voilà, on peut avoir des aides des différents pays. Il y avait une question là. Ouais.
Oui, bah, du coup, comme je le mettais sur le schéma qu'on voit pas trop, là, tu as vraiment la série linéaire. Après, il y a les réseaux sociaux avec le faux réseau social instant sur lesquels on peut avoir des microfictions et des faux contenus d'utilisateurs. Et puis, voilà, in real life, tout dans la vraie vie, créer vraiment des débats, etc. Et voilà. Dans la série, il y a mais j'ai pas été très loin, mais il y aura un personnage de journaliste, donc qui peut avoir un blog et qui peut lui-même, voilà, raconter, récupérer des témoignages d'utilisateurs, faire des montages, voilà, diffuser des documents. On a potentiellement beaucoup de contenu. Enfin, t'imagines toutes les utilisations possibles, toutes les microfictions en disant, bah voilà, il y a une personne qui a failli se faire agresser, qui grâce à ça n'a pas été agressée, un autre qui fait de la pornographie, un autre qui fait le film sa mère vient de mourir, il récupère les images, il fait le film de la vie, voilà. Il y a, c'est infini quoi. Donc on peut vraiment tous ces contenus-là, on peut les raconter. Alors après, faut se limiter par le budget et autres, mais ça peut aussi être participatif en disant aux gens, bah, faites comme si vous aviez une lentille instant et filmez des contenus et postez-les. Jusqu'au lancement du produit instant. Et voilà, l'idée c'est même un fake. Le démarrage, ce que j'ai dit au début, c'est on peut vraiment, toute la première partie, c'est de dire on fait un faux lancement de produit, vraiment, on dit pas que c'est de la fiction, quoi. Il y a des gens qui ont inventé quand on voit où Christine Boutin qui a relayé des infos du Gorafi en disant super, ou des gens qui ont dit on a inventé un réseau social pour les gens bourrés. Alors j'ai plus le détail qui était le truc où ça ne marchait que pour les gens bourrés, et les journalistes ont repris ça, ils avaient fait une vidéo, un site web et tout ça. Donc les journalistes ont dit ouais super, un site web pour les gens bourrés, et en fait c'était faux. Donc on voit que c'est assez facile avec le net. Tu regardes de toute façon le nombre de personnes, ça fait qui disent au canular des Yes Men aussi, c'est assez élaboré. Mais il y en a, Jean-Théo Philippe, où je parlais des documents interdits tout à l'heure, c'est exactement pareil. Il y avait 13 épisodes, à la fin de la série, ils ont dit c'est faux, mais avant ils diffusaient comme si c'était vrai, quoi. Mais le nombre de personnes qui te disent de toute façon, c'est vrai, je l'ai vu sur le net. Donc oui, d'accord. C'est vrai, je l'ai vu à la télé, c'est vrai, je l'ai vu dans les journaux. C'est tellement facile que c'est trop. Je voulais reposer une autre question, je crois. Web 4.0, ouais. Studio 4.0, ouais. Le Studio 4.0, ouais. Bah, c'est approchable. Là, ils viennent de lancer un appel à projet sur les robots, ou les objets connectés, etc. De dire, de charger des scénaristes ou des projets sur qu'est-ce que ça implique d'avoir tout d'un coup des nouvelles technologies, des robots à son service, etc. et d'inventer des histoires là-dessus. Donc ils sont ouverts, ils sont tout à fait ouverts là-dessus. Après, faut faire attention, ce que je disais, aux chaînes qui font plein de labos, genre on va être super créatif, etc. Et bon, c'est pas, les promesses sont pas forcément il y a beaucoup de promesses, mais ils vont pas non plus faire 12 000 séries, sortir 12 000 choses en même temps, mais. Non, mais c'est la guerre des contenus, donc le but c'est de récupérer. Donc Studio 4.0, ils ont récupéré les visiteurs du futur, par exemple, les visiteurs du futur, et entre Dailymotion, YouTube, etc. C'est surtout la guerre, c'est de récupérer les gens qui créent des contenus le plus rapidement possible et les garder de son côté avec des contrats ou des choses comme ça. Donc mais voilà, c'est le but. Des grosses boîtes font beaucoup comme ça. Orange, ils ont fait on a pu collaborer avec eux parce qu'ils avaient fait l'année dernière pour les comptes de l'histoire, ils avaient fait un appel à projet sur les contenus mobiles, et puis on a été finaliste, et puis du coup ça permet d'avoir ça permet de rentrer en contact et d'avoir des partenariats. Après, ça peut tout à fait aboutir à des choses très bien. Après, faut pas s'attendre que c'est pas forcément. Après, les gens de France 4, on les avait invités au premier apéro, ils sont venus sur le TV Lab. L'idée, c'est qu'on puisse aussi faire venir des diffuseurs ici, ou dans le réseau StoryCode, les projets qui sont présentés ou qui vont sortir d'ateliers, qu'on puisse les amener aussi sur. Il y a beaucoup de projets. Faire un jury de diffuseurs ou faciliter les contacts. Faut vraiment faciliter les contacts. Après, ils reçoivent, c'est tout à fait possible de leur envoyer un scénar par la poste ou par mail, et voilà. Mais après, ils doivent recevoir plein. On me fait signe qu'on est en train d'atteindre les 20 minutes. Je voulais juste une dernière question, très rapide. En quelques mots, tu avais tenté le financement participatif sur les comptes de l'Estuaire. Tu imagines le refaire?
pour Voilà, un projet si comme on celui-ci? Si on fait un faux lancement de produit, du coup, faut pas griller l'info avant, donc à voir à quel moment ça peut être fait, mais sur l'expérience qu'on a eue, on peut tout à fait retenter à une phase ou à une autre. Enfin, globalement, le côté participatif, que ce soit financier ou dans de la création de contenu, c'est super intéressant de toute façon, quoi. Ça permet de créer une communauté. C'est ça, fédérer à... dans tous les cas, ça permet de créer une Même dans la phase de développement d'écriture. Oui, voilà. Ok, merci Jérôme d'être venu nous présenter cet ambitieux projet. Eh oui, on va continuer avec Marc. Marc Bruy, j'en profite, j'ai oublié de vous le dire, pour ceux qui veulent tweeter ou qui ne peuvent pas s'empêcher de tweeter, il y a un hashtag, c'est StoryCode, avec un E à la fin. C'est le hashtag qui est utilisé par toute la communauté, donc ça permet aussi aux gens qui suivent, qui sont dans les réseaux StoryCode dans d'autres villes, de voir un peu ce qui se passe dans le Grand Ouest, et en particulier à Nantes ce soir. Donc Marc, tu viens nous présenter ton premier projet transmédia. On peut dire ça. Je te laisserai te présenter en quelques mots. Donc là, c'est un projet que tu as imaginé sur l'histoire de Nantes, projet d'immersion interactif dans les rues de Nantes, sur l'histoire de Nantes qui s'appelle Déambule à Nantes. Et voilà, je propose de démarrer. Alors j'ai fait beaucoup de slides parce qu'en fait ça m'a permis aussi de mieux appréhender le projet, bon, qui est encore vraiment très émergent, un peu comme Jérôme mais dans un autre style. donc vous verrez, bon, il y a beaucoup de choses qui sont déjà, on va dire, écrites, mais pour autant c'est pas figé du tout, hein, on est vraiment dans une phase de réflexion. Donc juste pour situer comme ça, j'avais fait un premier, normalement ça marche. Ça aussi c'est une première parce que je n'utilise pas d'habitude. C'est un prési. Ouais. Donc c'est dynamique. C'est d'accord. Ouais, normalement ça défile. Donc en fait c'est le fruit d'une rencontre. Moi évidemment, je me positionne un peu comme coordinateur du projet. L'idée c'est d'aller rencontrer Stéphane Pajot. Alors ça va un peu vite. Stéphane Pajot qui est un journaliste sur Nantes que certains connaissent sans doute, qui a déjà pas mal œuvré en éditant avec les éditions d'Hermespier, donc d'ailleurs dans l'éditeur et dans la salle, Cyril Armange, un certain nombre de livres sur l'histoire de Nantes. Il en a fait, je crois, une dizaine à peu près, même peut-être plus. Depuis, en tout cas, une dizaine d'années, il édite régulièrement sur les vieux métiers, sur les histoires des rues, mais la petite et la grande histoire. À chaque fois, il a pris des angles sur la vie des gens, surtout, c'est ça qui me paraissait intéressant. Et il nous révèle en fait une histoire de Nantes qui n'est pas forcément uniquement on va dire l'histoire au sens historiographique du terme, quoi. Donc, avec Stéphane, on se connaissait depuis un petit moment, puisque moi-même j'étais journaliste pendant longtemps, un petit peu sur Nantes, et donc c'est la première rencontre qui m'a donné envie, parce que moi-même, étant journaliste du coup pendant de nombreuses années sur Paris et spécialisé sur les nouvelles technologies, entre autres numériques, pas forcément le web, mais entre autres le web, l'audiovisuel aussi. Donc ça m'inspirait un peu ce que j'entendais de la part de Jérôme. Donc j'ai trouvé que c'était assez intéressant de creuser, d'aller au-delà de ce qu'il avait pu faire en format papier. D'autant plus que dans le même temps, j'ai croisé donc la route d'une société nantaise qui porte bien son nom, qui s'appelle Naolat System, donc pour ceux qui ne sauraient pas, qui veut dire Nantes en breton, et donc qui fait de la gestion depuis quelques années déjà d'archives, plutôt photo-texte, pour des fonds d'archives, musées dans toute la France. Ils sont une vingtaine, je crois, et ils sont assez dynamiques, et surtout ils ont développé en fait tout on pourrait dire de la GED, et puis aussi une solution de portail qui permet de valoriser les archives de manière très standardisée et ouverte, de sorte que ça m'a donné l'idée que si on s'appuyait sur leur technologie, bon, même si ça reste une technologie web de type responsive pour ce qui est de la partie design et ergonomie, on est quand même sur des choses qui sont faciles à interfacer avec différentes sources d'archives. Et c'est vraiment ce côté-là qui m'intéressait à creuser. Et puis donc ensuite, comme
voilà, au gré de mes rencontres, j'ai rencontré aussi une société qui est à Lannion, qui s'appelle Oxygène, qui travaille sur, qui a une solution déjà en SaaS, que je vous enjoins à regarder d'ailleurs, qui est très intéressante, parce que c'est peut-être une des plus abouties aujourd'hui, de synthèse vocale. Et surtout, du fait que ça travaille en SaaS, on peut vraiment interfacer ça avec du web très facilement. D'ailleurs, ils ont une offre pour, on va dire, oraliser les sites web. Mais bon, là, l'idée, c'était de l'utiliser un petit peu différemment, leur solution. Voilà, et puis donc d'autres partenaires, mais ça, on en parlera après. Donc le principe de base, qui n'est pas figé du tout, on en a encore discuté juste avant la réunion avec l'éditeur, c'est de partir de toute façon d'un ouvrage écrit. C'était vraiment d'essayer de creuser presque d'une manière expérimentale sur comment on peut arriver à partir de, alors peut-être un livre, on a pensé à Nantes Insolite parce que en fait c'est un livre qui a bien marché, qui a été édité il y a 2 ans je crois, et qui a bien marché, mais ça pourrait être aussi des collections plus thématiques, voire qu'on crée pour l'occasion des plus petits livres qui seraient plus adaptés du coup à ce qui est, on va dire, un compagnon sous forme de site web et d'applications mobiles. Donc le principe de base c'est très simple, c'est que QR code parce que c'est connu, parce que tout le monde l'utilise plus ou moins. Donc là je suis parti sur 30 mots, donc en simulant en quelque sorte un scénario mobile, mais tout en sachant que dans un premier temps, bon, ça reste du web encapsulé de manière responsive pour la mobilité. Donc, et donc l'idée c'est de partir sur des commentaires audio. D'utiliser ce que utilise Stéphane depuis de nombreuses années, c'est-à-dire des cartes postales anciennes, et de jouer sur la correspondance entre cartes postales anciennes et vue réelle, donc avec des systèmes de passage de l'un à l'autre, ça c'est assez courant aujourd'hui sur le web, mais aussi de faire des sortes de petits diaporamas, d'ailleurs normalement il y a du son. Oui, d'accord. Et de Cabornier. Aujourd'hui, l'activité portuaire a laissé place à la navigation de loisirs. Et donc ça, c'est la boîte synthèse. C'est du texte, à 30 mots, au début du XXe siècle, on pratiquait la pêche à la lauze, un poisson osseux, plus grand que le hareng, et de la même famille. La lauze remontait la Loire pour frayer. Alors après, bon, on revient à des choses, pour le coup, une fois qu'on a passé cette période, cette phase de diaporama, en quelque sorte, audio, l'idée c'est de revenir, alors soit une cartographie assez classique, avec des icônes, bon, on n'invente rien, soit d'être plutôt dans des systèmes de réalité augmentée qui ont déjà été utilisés sur Nantes. J'ai vu qu'il y avait 2 ans au moment du voyage à Nantes, des choses qui avaient été faites, mais qui sont restées en l'état, donc peut-être que ça peut être aussi de les réutiliser et de les faire vivre, parce que dans le principe, cette plateforme, l'idée c'est de la faire vivre après. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se font en termes de fonctionnalité, mais qui ne trouvent pas forcément après une éditorialisation dans le temps plus poussée, qui vivent avec une communauté, avec un vrai traitement éditorial, quoi. Et donc c'est un peu pour ça qu'avec Stéphane, on veut pousser les choses un peu plus loin. Donc l'idée, c'est vraiment d'être dans l'analogie, dans l'hyperlien constant, et de faire que la personne, une fois qu'elle est localisée dans une rue, elle puisse avoir des accès en fait à différentes thématiques. Ça, c'est la première approche à partir du bouquin. Une fois pour donner en fait envie à ce que les gens voient qu'il y a une richesse de contenu potentiel sur cette plateforme. Ok. Donc là, on parlait des films de Jean-Louis Hubert, donc je passe vite. Là, les inondations, enfin, j'ai scénarisé en fait 2-3 thèmes comme ça, donc je passe vite. Ensuite, donc l'idée aussi à chaque fois, c'est toujours c'est la même idée, mais différemment. Là, ça peut être d'aller voir un peu plus loin géographiquement et de pouvoir accéder aussi à des contenus toujours par analogie qui sont en rapport avec des faits très touristiques ou très connus, mais où on essaie d'aller un peu au-delà en proposant aux gens du coup d'aller vers la balade, parce que l'idée de base c'est une fois qu'ils ont goûté, c'est qu'ils arrivent petit à petit vers des déambulations où on leur propose de suivre un parcours pendant 1 heure ou 2, comme ils le souhaiteront, quoi. Donc voilà.
Alors, il y a aussi le fait qu'on les sollicite par des notifications. Bon, ça c'est pas très nouveau. Et sous forme de quiz pour inciter aussi à la curiosité. Et donc le principe c'est de créer des balades où, alors ça c'est une technologie aussi que Naoned a pas développée parce qu'elle existait déjà, mais qu'ils ont on va dire optimisé de frises temporelles où du coup on peut se positionner et de manière vraiment plus, on va dire, ça s'affiche beaucoup mieux que ce que j'ai pu voir par ailleurs, on puisse ensuite se localiser, enfin que la période temporelle sur laquelle on est va vraiment s'afficher en termes de points géographiques de manière très rapide, quoi. Et l'idée, c'est de permettre, dans un premier temps, alors avec des contraintes, parce qu'on ne peut pas être dans du web sémantique tout de suite, on veut rester quand même sur des choses pragmatiques. Donc c'est de fixer en fait des cadres où on propose aux gens de choisir leur quartier, le style de déambulation, s'il veut que ça soit insolite, historique, nocturne, artistique, sportif, on l'a évoqué tout à l'heure, le moyen de transport qu'ils veulent utiliser, la durée, et ensuite qui relie les points d'intérêt qui les intéressent à l'intérieur de tout ce qu'on va leur proposer. Et ensuite, il y a une feuille de route, et ça, c'est quelque chose que l'un des partenaires a déjà développé en partie, qui se met en place. L'idée, c'est vraiment d'éditorialiser avec des thématiques, les usines nues, les chantiers navals, la traite nucléaire, enfin essayer de trouver à travers les points d'histoire des... pas tout en même temps, on va faire ça de manière séquentielle évidemment, parce que ça paraît très ambitieux comme ça, mais et donc de créer en fait aussi des énigmes et surtout, alors ce que je disais au départ, qu'on puisse aller dans des bases qui soient pas forcément les nôtres, mais qui soient aussi celles éventuellement d'archives municipales ou autres. Et c'est en cela où c'est à la fois un concept éditorial et puis une plateforme qui peut être déclinée par ailleurs, quoi. Et pour conclure, c'est le dernier slide, c'est que parce que il nous faut les financements évidemment, même si encore une fois les acteurs qui sont techniques dans ce projet, ils ont déjà en partie développé les choses, mais il y a des choses à voir en termes de design, d'ergonomie sur la partie mobilité, c'est pas leur spécialité, donc je pense que là il y a besoin de s'allier des compétences supplémentaires. Et puis on veut aussi réfléchir sur la partie print et avoir d'ailleurs essayer d'aller chercher des aides pour développer en fait un compagnon print et peut-être donc des petits guides thématiques comme ça qui seraient agrégés ou s'agrégeraient en fait des applis, des balades. Donc voilà, et puis de faire en sorte qu'il y ait une communauté qui se crée et que de ce fait-là, ça soit intéressant pour des acteurs privés ou publics de se dire on crée des balades sur cette plateforme, des déambulations avec une thématique et nous justement on essaie de mettre ça en place. Par mail, Google a fait un joli coup avec comment ils appellent ça, les promenades nocturnes. Donc il y a une radio associative à Marseille qui s'appelle Radio Gribouille et une artiste qui avait proposé des balades sonores sur cette radio associative et eux sont allés vers cet artiste, ils lui ont proposé de monter des balades en immersion interactive avec voilà tous les outils Google. Quand tu as vu ça, tu t'es dit j'espère que la fée Google va se pencher sur moi, ou alors Non, j'ai regardé comment ça fonctionnait, c'est très intéressant de manière pour une rue, on va dire, pour un quartier, ça fonctionne bien. Après, ça bénéficie vraiment d'une customisation de Street View qui est très poussée, où Google, donc effectivement, a dû faire aussi des efforts pour les aider. Sauf que dès qu'on rentre dans un business aussi avec Google, on voudrait vraiment que ça se pérennise aussi économiquement. Donc on voudrait que les revenus liés à des prestations, ou même à la vente d'espaces publicitaires, même limités, mais de type qu'on puisse justement choisir que ça reste dans une optique culturelle, dans une optique, on va dire, qualitative, et qu'il n'y ait pas forcément des bannières AdSense, enfin, même si c'est pas le cas dans ce projet, mais on peut imaginer qu'après, ça soit l'objectif de Google. Là, on est plus dans le laboratoire, dans ce qu'ils ont montré, Google, et c'est vrai que c'est très, très, très intéressant, mais c'est plus un objet artistique, moi je trouve, en tant que tel. Là, c'est vraiment l'idée de faire une plateforme sans aller aussi loin, on va dire, dans l'immersion. Mais d'associer une maison d'édition locale et... oui, absolument. Cyril, qui est là, peut témoigner. Il édite
des livres pour enfants, des livres sur différentes thématiques depuis de nombreuses années. C'est même une histoire de famille. Donc voilà, moi j'ai envie que ça soit en complément aussi, que ça ne phagocyte pas le support papier. Et plusieurs questions. 1, 2, 3. Allez-y. Premier rang. Ouais. Son micro, ça le fait ? Oui. Moi, j'ai deux questions en fait. D'une part, j'ai peut-être pas tout bien suivi, mais en quoi c'est vraiment transmédia et pas juste cross-média ? En quoi il y a vraiment une différence narrative, un apport narratif entre les deux et pas juste des développements technologiques qui permettent de développer des petits trucs ? Et l'intérêt de la voix synthétique. Pourquoi ? La voix synthétique, tout simplement parce que ça permet, on considère que ça va être une petite économie dans un premier temps. On est sur des petites audiences, donc on considère qu'on ne peut pas trouver des financements non plus qui permettent de produire des voix off. On voudrait une certaine souplesse aussi, c'est-à-dire que l'auteur, Stéphane, n'est pas toujours disponible. On ne peut pas forcément aller en studio. On voudrait garder un peu cette souplesse. Après, c'est vrai que ça n'est pas à un niveau de qualité qu'on pourrait obtenir évidemment avec un comédien, hein, on est bien d'accord, mais je dirais que moi ça m'a surpris par la qualité, notamment si on fait plusieurs passes. Enfin bon, on arrive à un résultat qui est intéressant. Et du coup, alors comme c'est des fichiers qui sont créés automatiquement, on gagne un temps fou. Ils sont en XML, on peut les interfacer très facilement avec le web. Enfin, c'est quand même, pour le coup, par rapport à une optique qui est de créer un MP3, enfin partir d'un projet studio, etc. On est quand même dans une autre. On n'est pas dans le même type d'infrastructure. Et après, alors, sur le transmédia, multi, pluri, cross, transmédia. Ouais, je n'arrive pas toujours à comprendre la différence. Traverser les médias, c'est le transmédia. Bon là, on traverse que deux médias, effectivement. Après, moi, je pense que l'essentiel, c'est que ça s'alimente les deux médias, et c'est l'essentiel des discussions qu'on a avec Cyril. C'est plutôt comment on ne va pas phagocyter un média plus qu'un autre, et c'est de trouver justement la meilleure solution pour être créatif à la fois sur le plan du print, et d'éditer peut-être des leaflets, enfin des choses très thématisées, et qui sont en rapport avec les déambulations, vraiment, et où on apporte plus sur le web, mais on ne vampirise pas totalement le support papier. Donc, je ne sais pas si c'est du transmédia ou du cross-média, j'ai pas de... Il y avait une question par là-bas. Ouais. Ah bah c'est tout simple en fait, c'est ce que vous faites comme Monsieur Jovin de la ProSense Server, c'est le fait d'avoir une application qui est hébergée chez le fournisseur de l'application, quoi, tout simplement. Donc on appelle ça aussi du cloud maintenant, enfin dans certains cas, mais voilà, c'est juste que vous consommez une application qui est hébergée par l'éditeur, quoi, en fait. Donc là, en l'occurrence, Oxygène, ils ont un éditeur en ligne, on met ces textes, c'est comme un éditeur texte quasiment, et après on rectifie les ponctuations vocales, quoi, en fait, parce que c'est pas parfait du premier coup, ça, pour le coup. Voilà. Une question aussi. Moi, c'est pas une question, c'est un feedback. Pendant la présentation, j'ai hésité entre un peu deux expériences que j'ai déjà vécues. L'audio guide, quelque part. Est-ce que c'est un audio guide dont on est le héros? Non, si ça se trouve, l'application, la réalisation pourrait être les deux, soit un parcours entre guillemets à peu près défini, enfin lié à une thématique, ou quelque chose d'un peu plus aléatoire, et auquel cas qui dépendrait un peu plus des actions de l'utilisateur, et auquel cas, je sais pas, peut-être que ça pourrait être ou pas, toucher les jeunes, Non, bien sûr, non, mais vous avez tout à fait raison, c'est une très bonne question. Effectivement, moi je serais plutôt aller vers l'histoire dont vous êtes le héros et de pas savoir vraiment justement où on va atterrir in fine, quoi. Qu'on aille par analogie justement d'un contenu à l'autre, mais tout en restant quand même dans une thématique, ou du moins par rapport à ces centres d'intérêt, qu'on arrive à serrer un minimum ce vers quoi on va, quoi. Mais pour ça, il faut justement qu'on arrive à
à maîtriser dans un premier temps nos déambulations. On peut pas non plus partir dans toutes les directions d'emblée. Donc c'est pour ça qu'il faut qu'on définisse peut-être 4-5 grands thèmes comme ça, mais à l'intérieur qu'on laisse une liberté aux gens, effectivement. Pour ça, il faut qu'on arrive, et c'est pour ça que je vais m'appuyer sur une société qui a déjà la gestion du web sémantique dans ses cartons, c'est de pouvoir s'appuyer sur un corpus comme ça de mots-clés, d'indexation, qui font que pour un thème donné, on peut avoir plusieurs possibilités, effectivement. Et qu'on définira le parcours une fois qu'on aura vu ces possibilités, d'aller voir tel ou tel monument, tel ou tel architecte, ou tel peintre, je sais pas, enfin si on parle de culture, mais ou par rapport à d'autres thématiques plus sur la nature, quoi, par exemple. Enfin, moi, c'est cette interaction qui quelque part m'exciterait dans la solution, outre plein d'autres fonctionnalités qu'on a vues, mais c'est le fait de dire, on parlait, je sais pas, un jeu de piston où tu rêvais. oui, tout à fait. Ouais. Si j'ai pas trouvé le bon endroit ou le bon objet, alors je suis bloqué et du coup j'essaie de, je sais pas, de chercher dans plein de sources d'informations pour voir je sais pas, de quel monument, de quelle statue on parle dans la ville, par exemple. C'est là où justement, alors je sais pas si on peut faire un aller-retour, après il faut pas que ça soit factice, mais on pouvait se dire que pour trouver certaines solutions à certaines énigmes, il faille, par exemple, replonger dans un bouquin, quoi. Enfin, essayer donc d'inciter aussi les gens par là à pas délaisser le livre, quoi. Enfin, il y a eu un peu cette idée, ouais. Mais après, on veut pas non plus rester effectivement, c'est de rester dans quelque chose de léger, tout en cultivant les gens. Donc c'est toute l'ambiguïté, mais aussi le défi. Et puis, merci. Je pense qu'il y a plein d'autres questions, mais de toute façon après on mettra les contacts si vous voulez poursuivre les échanges avec les uns et les autres. On va continuer donc avec le troisième. On est à peu près dans les temps, ça va pour le timing. On a commencé un quart d'heure en retard, donc moi je suis dans les temps, mais après donc troisième projet, donc c'est avec Julie. Et oui déjà. Donc Julie, donc tu as un support ? Oui, mais pas d'ordinateur. Mais pas d'ordinateur. Quelqu'un peut prêter son ordinateur ? C'est possible ou pas ? Ou celui-ci, oui, ça doit être possible. Tu peux peut-être te présenter et présenter Deep, et par la même occasion, en attendant que... Alors bonjour, je m'appelle Julie, je travaille pour l'association Deep, qui veut dire des idées plein la prod. C'est une association audiovisuelle nantaise qui existe depuis 2004. Donc voilà, on est 4 salariés, une centaine de bénévoles, et on édite la web télé, le vlib.fr, où nos bénévoles produisent des vidéos sur différents thèmes et les postent, donc en ligne. Aujourd'hui, on va vous présenter un projet qui est ce qu'on appelle une création collective. En fait, notre association a 2 rédactions, donc une rédaction plutôt à Gare Maritime dans nos locaux et une rédaction à Nantes-Nord, sur le quartier Nantes-Nord, à la Mano. Cette deuxième rédaction se termine tous les ans depuis 3 ans en fait, parce que c'est la 3e année, se termine par ce qu'on appelle une création collective. Une création collective, c'est l'envie d'innover, de créer des nouveaux projets, des nouvelles formes de narration audiovisuelle et des nouvelles formes de diffusion. Donc là, c'est la 3e année. La première année, ce qui avait été fait et que vous avez peut-être vu, c'est le voyage à Nantes-Nord, qui était une grosse boîte, une installation en fait, où on pouvait se balader dans le quartier et découvrir des endroits du quartier vus par les habitants. Donc vous rentriez dans la boîte, c'était un système de capteurs d'Arduino qui détectait en fait la présence, et après vous tiriez sur des choses pour pouvoir déclencher et choisir votre vidéo sur la carte. Donc ça a été montré dans le cadre du festival Spot et Archiculture. La 2e année, et donc en fait c'était pensé vraiment pour être une expérience réelle. On rentrait dans la boîte, on allait voir les vidéos, c'était quelque chose d'immersif réellement. Aujourd'hui, il existe toujours sur le web en fait, sous forme de web documentaire. Donc vous pouvez toujours le voir. Et l'année dernière, donc 2013, le projet qui a été lancé, c'était un web documentaire qui s'appelait Ceci n'est pas à vendre, et c'était un peu un tour du quartier au travers du regard d'habitants qui parlaient d'eux à travers un objet. Je me suis un peu mal exprimée, en gros. On rencontrait des habitants du quartier
qui parlaient d'eux à travers un objet qu'ils aimaient. Donc par exemple, il y a une petite grand-mère qui parle d'elle par rapport à travers son chat, la relation qu'elle a à son chat. Bon, c'est pas un objet, elle le dit elle-même, mais ça marche. Il y a un jeune homme qui parle de lui à travers une prière que lui a donnée sa mère. Ouais, il y a plusieurs portraits comme ça. Cette année... On est sur le bon support ? Ouais, c'est bon. Cool. Cette année, on a décidé de se relancer dans un web documentaire, mais sous une nouvelle forme, pas sous la forme seulement, on va dire, accessible, enfin, pas pensé directement pour l'ordinateur. Notre projet s'appelle, c'est un titre provisoire pour l'instant, Murmure, et il part en fait d'un autre projet de création aussi collective. Sur Nantes Nord, il y a l'association Pick-up Production et Sans Pression, donc association culture urbaine, enfin culture hip-hop et puis graffiti, qui ont monté un projet qui s'appelle Attrape-moi si tu peux, si tu veux, pardon. À chaque fois, je fais l'amalgame avec le film. Attrape-moi si tu veux, qui est donc un parcours dans le quartier au travers de 6 murs. Et l'idée, c'est d'emmener les habitants de ce quartier à se rencontrer et à peindre 6 murs dans le quartier. Donc ça va du campus jusqu'à Bout des Landes, voilà, par là. Enfin, en fait, Chaîne des Anglais plutôt. Donc on a décidé, nous, de s'appuyer sur ce projet. C'était l'occasion de travailler avec des gens qu'on connaissait un peu, voilà, de pouvoir faire croiser les projets et de rendre compte de ce projet en vidéo. On ne voulait pas parler graffiti seulement et on a décidé de prendre l'envers du projet. Et donc, je sais plus où ça c'était, voilà, les interfaces et deux. Excusez-moi, on est un peu... Et donc, on a les 6 murs qui sont ici, à partir d'ici, voilà, que vous pouvez voir. Et on a décidé de ne pas parler directement des graffitis sur les murs, mais de retourner un peu l'affaire et de se dire, bon, bah, les murs, qu'est-ce qu'ils voient sur le quartier, qu'est-ce qu'ils entendent à l'occasion aussi de cette rencontre en fait, qui est créée entre les habitants. Et donc les vidéos vont rendre compte de ce que voient les murs et de ce qui se passe sur le quartier. Comment est-ce que on perçoit un lieu? Ces murs, ils existent. Donc voilà, ça c'est notre, on va dire, si on part un peu de transmédia, c'est notre première interface réelle. Ils existent et sur les murs, il va y avoir une petite plaque où il va y avoir un petit texte explicatif. Bon bah voilà, ça a été fait dans tel contexte et avec un QR code. Donc ce QR code, on pourra le flasher. Et par exemple, je me balade, je découvre le premier mur ici, je flash, je vais tomber directement sur une interface qui va me donner la vidéo du mur, celui-ci il est vert par exemple, du mur vert. Donc qu'est-ce que ce mur vert voit du campus, qu'est-ce qu'il en dit, qu'est-ce que les gens qui passent devant lui disent, et c'est ça l'idée. Et ensuite, mur par mur, on peut avoir différents regards sur le quartier. L'idée, c'est qu'à la fin du premier mur, on soit incité à aller voir les murs suivants par une petite carte qui va nous indiquer le mur le plus proche. Donc je commence là, on va me dire après avec a priori cette carte-là, qui a été faite par Pick-up. Hop, 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 vous prenez le tram, vous vous arrêtez à Rector Schmitt, c'est là qu'est le prochain mur. Voilà, après on peut directement accéder aussi aux vidéos. Et ça, normalement, ça vient après. Voilà. Donc par exemple, Rector Schmitt, voilà, on a pris notre petite carte, on est descendu, on a flashé, et voilà ce qu'on a trouvé. Donc on arrive sur une interface avec le nom du web documentaire. Elle est en travail, mais pour l'instant, voilà, c'est en tout cas la forme qu'elle a. On a le titre de notre vidéo, donc celle-là, elle s'appelle Carrefour de nos rencontres, puisque Rector Schmitt, c'est vrai que c'est un lieu de passage. On peut accéder aux vidéos ici par une frise, où il y a tous les murs, les 6 murs représentés, dans l'ordre. Et puis, bon, on peut les partager, bien sûr, Facebook, Twitter. On aura un environnement sonore qu'on pourra couper ou non, un petit texte explicatif, voilà. Et donc là, on passe sur la frise, on peut se balader sur les murs. Et à la fin de cette vidéo, donc je la lance, et à la fin de cette vidéo, j'ai ma carte qui s'ouvre à nouveau et qui me dit le prochain, c'est, il me semble, c'est Santos Dumont. Voilà, donc à 1 ou 2 arrêts. Voilà. Hop. Donc là, intégré avec le smartphone. Et voilà. Et donc, ah oui, c'est un projet qui est porté par des bénévoles. Donc, c'est du temps bénévole, c'est des gens qui viennent quand ils peuvent. On a défini des temps et voilà, ça c'est très important parce que c'est pas un projet, on va dire, qu'on cherche à vendre ou qui est économique à la base. C'est surtout de l'envie des gens, de l'enthousiasme et de la curiosité. Et voilà, c'est chouette. Donc, faire parler les murs. C'est ça. Ouais. Et plutôt aussi écouter
écouter les murs qui ont des oreilles aussi, ce qu'ils nous racontent. C'est un projet qui va être contributif aussi, donc il va y avoir une possibilité de témoigner pour les gens qui habitent autour des murs, ou vous avez... Alors c'est un aspect qui avait été développé, la contribution, sur le Ceci n'est pas à vendre. Les gens pouvaient poster leurs objets et parler de ce qu'ils aimaient. Là, c'est pas un aspect pour l'instant qu'on a envisagé, mais pourquoi pas, pour des questions de temps et de budget aussi, mais pourquoi pas. Ça peut être une piste. Y a-t-il des questions, des remarques, des pour Julie? J'ai oublié un truc en plus. Je viens juste de vas-y. En fait, on a aussi réfléchi sur le fait que les gens, pour qu'ils aient envie encore plus d'aller se déplacer vers les autres murs, qu'on leur tende un peu ce que j'appelle une carotte. C'est-à-dire qu'à chaque lancement de vidéo, ils vont collecter, comme c'est du graphe, des petites bombes de graphe liées à la couleur du mur. Et à la fin, ils vont pouvoir télécharger, en fait, arriver sur une page blanche et en utilisant les bombes, le peindre, et puis télécharger cette image comme fond d'écran. Voilà, comme petit souvenir du webdoc. Tu parlais de budget. Vous êtes dans quelle économie, du coup, sur les premiers webdocs que vous avez fait vous avez estimé un peu le temps passé pour vos équipes, parce que c'est évidemment du bénévolat, mais... Ouais. Sur les premiers, je pense que ma collègue l'a fait. Sur celui-ci, j'ai pas encore évalué, mais c'est vrai qu'on est déjà à pas mal de journées. Et en financement, on n'a pas encore de financement, on va dire, clair. Mais oui, on va se lancer là-dessus. Il y a des questions? Oui, il y en a une. Merci. Non, alors sur ce projet, il y a une dizaine de bénévoles qui est mobilisée. C'est qui participe aux ateliers à Nantes-Nord, en fait, principalement. Les centaines de bénévoles, c'est sur les 2 rédacs, en règle générale. Enfin, voilà. Donc tout le monde participe pas, c'est surtout une dizaine. C'est déjà pas mal. D'autres questions? Merci encore, Julie. Bon, en tout cas, il sortira à la rentrée, en septembre 2014. Il y aura une déambulation aussi, normalement, où vous serez invité à venir voir un peu ce que ça donne en vrai. Est-ce qu'il y a un blog, vous allez faire un blog où on va pouvoir suivre le montage vous racontez un peu Alors, le projet Attrape-moi, si tu veux, a déjà un blog. Et nous, on mettra peut-être des infos un peu sur levip.fr, je pense. Ok. Et si vous voulez nous rejoindre, n'hésitez pas. On relaiera tout ça. Merci. Ok. Alors du coup, hop là, je marche sur le fil. On va terminer avec toi, Bastien. Je vais te laisser t'installer. Donc, Bastien Kersper, tu es designer. Tu es un ancien élève, on le dit à chaque fois, parce qu'on a l'école de design à Nantes. Voilà. Donc, mais il y a un petit moment comme que tu es sorti de l'école, et un petit moment aussi que tu explores le design interactif, les interfaces, de réfléchir à des contenus sur lesquels les utilisateurs peuvent interagir, et notamment tu t'intéresses aux news games, aux serious games, les jeux sérieux, des jeux autour de l'info. Tu reviens d'ailleurs d'un hackathon la semaine dernière, tu étais à Cologne, où il y avait un premier hackathon européen dédié aux news games, où tu as pu travailler avec des développeurs et également des journalistes qui venaient du Guardian, de la BBC aussi. Et puis tu as déjà travaillé sur un news game sur Notre-Dame-des-Landes, qui sera bientôt visible. Voilà, donc il y en a un aussi sur les gaz de schiste, donc souvent des sujets liés à l'écologie, c'est peut-être pas tout à fait un hasard. Mais voilà, au-delà du news game, tu vas nous parler un peu des matrices et des plateformes au-delà des histoires qui permettent de jouer avec l'info. Voilà, je te laisse la parole. Merci Julien, tu viens de pitcher à ma place, donc voilà, c'est terminé. Bonjour à tous, donc je vais vous parler de quelque chose qui est un projet qui est fait d'autres projets. Donc ne vous attendez pas de l'hyper concret ou autre, c'est encore à l'état de réflexion, mais il y a des gros morceaux de concret dedans quand même. Je vais parler donc du coup de la fabrique de News Game, tu as un peu vendu la mèche, j'en veux un peu.
Pardon. Et on va commencer par essayer de voir un peu qu'est-ce qu'est un news game, cette forme un peu bizarre de jeu vidéo qui est assez récente. Et un news game, en fait, c'est un jeu basé sur l'actualité. C'est un jeu qui va vous proposer de jouer l'actualité. Et ça a des formes très très variées, hein. Ça va du jeu super bien fini en 3D jusqu'au petit quiz mal mis en page sur vos quotidiens préférés. On retrouve aussi des jeux avec des sujets lourds. Endgame Syria, par exemple, c'est un news game sur la guerre en Syrie qui a été produit par des journalistes et des game designers anglais et qui vous propose d'explorer un peu justement toutes ces façons de la guerre en Syrie. C'est très utile, ce genre de jeu, pour comprendre en fait les mécanismes qui se cachent derrière les faits d'actualité. C'est le cas avec Cutthroat Capitalism, qui est un news game sur la piraterie en Somalie, où vous jouez un pirate. Et vous devez capturer des bateaux. Et vous devez négocier les rançons ensuite des otages que vous avez capturés. Donc vous apprenez quels sont les mécanismes de la piraterie en Somalie en jouant à un jeu qui dure 5 minutes. Ce qu'aurait du mal à faire un article en tant que tel. Donc c'est aussi l'idée d'augmenter un peu le contenu rédactionnel classique qu'on peut avoir par une expérience immersive et une expérience interactive. Et c'est également un excellent moyen pour créer de l'engagement, notamment auprès des lecteurs de médias. Il y a un petit groupe qui s'appelle Us versus Them en Angleterre, qui crée des news games à l'appel. Alors ils ne sont pas forcément toujours de très bonne qualité, mais ils font 7 millions de vues par mois. Donc c'est un moyen de créer de l'engagement aussi auprès des lecteurs. De quoi, si demain vous vouliez vous lancer pour créer un news game, de quoi vous auriez besoin? Vous avez besoin d'une super équipe déjà, pour commencer, c'est vraiment obligatoire. Et si vous n'avez pas un gros black avec des chaînes, vous aurez au moins besoin de ce minimum syndical-là pour produire votre jeu. Vous avez besoin d'un game designer qui va vous permettre de créer des règles. Et les règles, c'est extrêmement important, il n'y a pas de jeu sans règles. Vous avez besoin d'un journaliste ou de quelqu'un qui va vous apporter du contenu. Et ça va être le fondement même de votre jeu, au-delà des mécaniques de règles, parce que les règles, en fait, ne sont qu'une transposition, une métaphore du contenu. Vous avez besoin d'avoir quelqu'un qui va vous faire des interfaces et éventuellement du graphisme, et quelqu'un qui va mettre un peu de magie là-dedans, un programmeur qui va pas dormir pendant plusieurs nuits pour vous produire votre jeu. C'est le minimum syndical dont vous allez avoir besoin pour produire un jeu. Donc si vous voulez produire un jeu et vous n'avez pas ça, bah, la réponse est non. Vous n'allez pas pouvoir produire un jeu. Et on a eu un peu le même problème avec le data journalisme, qui est en plein essor aujourd'hui, où on avait des journalistes qui voulaient faire de la data, mais qui n'avaient pas de compétences techniques, qui n'avaient pas forcément de compétences graphiques, et on a eu des sortes d'outils qui sont apparus pour aider ces journalistes justement à produire rapidement leur contenu interactif basé sur la data. C'est le cas d'Infogrames que peut-être certains d'entre vous ont utilisé, et qui est assez facile à prendre en main et qui vous permet de faire des visualisations de données très rapidement sans pour autant avoir toutes les compétences nécessaires. Alors la question c'est, est-ce qu'on pourrait avoir la même chose pour le news game? Parce que le news game c'est pareil, j'ai besoin de compétences en graphisme, j'ai besoin de compétences en code, en game design, etc. Est-ce qu'il y a moyen que un jour je puisse dépasser le besoin de recruter une équipe? Et la réponse est oui. On va parler un peu de matrice. Alors la matrice c'est en fait un moule. C'est bête, mais c'est un moule, un peu un moule à gâteau. Vous allez mettre tous vos ingrédients, vos règles, votre contenu, éventuellement vos contenus images si vous avez besoin de graphisme. Vous allez touiller tout ça et ça va vous permettre de faire un jeu. Donc nous, on réfléchit à comment on peut faire des moules pour les news games. Le principe, c'est que ce moule, il soit adaptable et réexploitable. Réexploitable parce qu'on va créer des mécanismes de jeu qui vont pouvoir s'adapter à plein de sujets différents. Et adaptable parce qu'il faut quand même que ça soit assez flexible pour répondre, on va dire, aux contraintes de ceux qui veulent produire des news games, que ce soit des journalistes, des organisations non gouvernementales, des ONG, ou alors même voire des services publics. Pour parler un peu de ce qu'est une matrice et prendre des exemples un peu plus concrets que ces grands principes, je vais vous parler de deux news games sur lesquels j'ai travaillé, NDD News Game et Shengas. Et j'ai commencé par NDD News Game, peut-être que certains d'entre vous en ont déjà entendu parler. On le pitch beaucoup, mais on le sort pas. C'est un peu l'histoire dramatique de ce projet. Et c'est un jeu sur Notre-Dame-des-Landes, sur l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, sur le projet d'aéroport. C'est un jeu qui va vous permettre d'incarner au choix soit un opposant au projet, soit un partisan du projet, et vous allez devoir vous affronter à coups d'arguments contre arguments autour de l'aéroport. Et l'idée, c'est d'apprendre à répondre correctement à son adversaire à partir des arguments qui existent déjà. C'est-à-dire qu'on a repris le listing des arguments actuels de chaque partie et on les a fait matcher ensemble pour savoir à quoi répondait l'autre camp. Et l'idée, c'est de s'affronter à grands coups d'arguments, et lorsque le débat devient stérile et n'avance pas,
vous pouvez éventuellement faire appel à vos atouts que vous avez toujours dans votre manche, qui sont les gendarmes mobiles d'un côté ou les barricades de l'autre. Donc, on a également réexploité la mythologie de Notre-Dame-des-Landes, tout ce qui se passe autour du débat des arguments pour les réexploiter en mécanique de jeu et faire en sorte qu'on ait une expérience de débat à travers le jeu qui soit, on va dire, une métaphore de ce qui se passe dans la réalité. C'est-à-dire que dans la réalité, l'argumentaire, argument contre argument, c'est stérile, ça n'avance plus. Ce qui fait avancer le débat, c'est ce qui se passe autour de cette question d'argument. C'est exactement la même chose dans le jeu. Donc, quelle matrice on peut retenir de NDDL? On a des composants qui sont transposables à n'importe quel sujet quasiment de débat public. On a des argumentaires contre d'autres argumentaires. Il y a des opposants, il y a des partisans. Prenez n'importe quel sujet de société, vous êtes sûr que vous avez à peu près au moins un des deux. On a également des mécanismes qui se passent en périphérie du débat. C'est ce que je vous expliquais sur Notre-Dame-des-Landes. Ce qu'on retient souvent les médias, c'est les violences, mais il n'y a pas que ça. Il y a le fait qu'il y a une société alternative qui se développe sur la ZAD, etc. Il y a plein de choses positives et négatives qui se passent en périphérie du débat et qui font avancer ce débat au-delà des arguments. Et un autre élément que vous pouvez retenir, ce sont tout ce qui va être les événements perturbateurs. Qu'est-ce qui pourrait permettre de perturber votre partie de jeu et qui pourrait, on va dire, venir perturber le débat également. Ça, c'est des éléments de matrice que vous pouvez retrouver dans n'importe quel débat. Si vous voulez faire un jeu, par exemple, sur l'enfouissement des déchets radioactifs à Bure, vous pouvez réutiliser exactement le même code qu'on a produit pour NDDL, exactement le même mécanisme de jeu, exactement la même interface. Vous avez juste à changer le contenu et vous avez un nouveau jeu. D'où le principe en fait de matrice. Ça pourrait aussi très bien s'appliquer au parc éolien qu'on a à Saint-Nazaire, ou du moins qu'on devrait avoir au large de Saint-Nazaire. Et ce sont des projets de société, des projets de débat public qui sont intéressants. Shengas, lui, utilise une autre matrice. Alors Shengas, pour la petite histoire, on l'a monté en 48 heures, donc la semaine dernière à Cologne, avec notamment deux compères nantais, Florent de Grissac et Pierre Chabilan, qui est au fond de la salle, qui essaie de se cacher. Et on a créé un jeu où en fait vous incarnez un lobbyiste pour le gaz de schiste, et votre but c'est d'utiliser toutes les tactiques que vous avez à votre disposition pour faire passer les lois. Alors, il est en ligne sur shengas.com, vous pouvez jouer à la version bêta. C'est un jeu qui est très très simple en soi. En fait, vous avez des sponsors, vous devez stimuler vos sponsors pour qu'ils vous donnent de l'argent, pour pouvoir utiliser les tactiques qui sont à gauche de l'écran, pour pouvoir contrer les personnes qui arrivent à droite. Donc vous allez avoir des journalistes, des experts, des activistes pacifistes, des activistes moins pacifistes, qui vont venir essayer de, entre guillemets, saboter tout votre travail d'installation, de fracking, etc. Et vous devez les retenir, vous devez les contrer du moins les retenir, le temps que le processus législatif se fasse et que vous soyez autorisé à fraquer et à exploiter le gaz de schiste. Donc en fait, on est sur un bête appairage entre quelle tactique contre tel opposant. Et c'est basé sur du contenu réel et sur une investigation qui a été faite notamment par deux journalistes pendant le hackathon sur quelle tactique était utilisée par les lobbyistes. Ça ne sera pas sans vous rappeler, pour ceux qui ont joué à Plants vs Zombies, c'est exactement le même principe. Et c'est pas innocent, c'est le fait qu'on a déjà des mécaniques de jeu qui existent, qu'on pourra exploiter dans les news games et qui nous permettent, mine de rien, d'avoir un propos pertinent. Qu'est-ce qu'on peut en retenir? Ce genre de jeu s'appelle un Tower Defense. Et c'est assez intéressant parce que si on se remet dans le cadre d'un débat public ou autre, il y a toujours des personnes qui vont essayer de défendre un intérêt particulier. Si on prend le lobbying, par exemple, le lobbying pour le gaz de schiste, ils vont essayer de défendre leur intérêt à extraire du gaz de schiste. Donc vous avez un élément de matrice où la position du joueur, ça va être de la défense, contre des gens qui vont venir l'attaquer. On a ce fameux principe de matching. J'ai tel opposant qui arrive, j'ai des sénateurs opposés au fracking qui arrivent, etc. Tac, 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 ils sont opposés au gaz de schiste, arrive. Il faut que je trouve le bon contre. Je vais les contrer peut-être avec d'autres sénateurs. Je ne vais pas les contrer avec des CRS. Parce que ça risque pas trop passer. Encore que. Donc ce principe de matrice est réexploitable également pour tout ce qui est gestion de ressources et de stimulation des ressources pour pouvoir lancer vos assets dans le jeu. On peut s'adapter à d'autres sujets là-dessus. On parle lobbying, on pourrait parler lobbying OGM, on pourrait faire exactement le même jeu avec encore une fois la même interface, etc. pour de l'OGM, que ce soit aussi bien du côté de Monsanto que du côté de ceux qui veulent faucher l'OGM. Si je m'arrête très très rapidement sur les atouts d'une matrice, c'est utile pour dépasser justement ces marches techniques de graphisme haute. En fait, ça abaisse la capacité de production parce que vous avez juste à remplir des champs, etc. avec votre contenu.
C'est un gameplay qui va s'adapter, des structures qui vont s'adapter à plein de sujets divers et variés. Là, j'ai parlé beaucoup de sujets de société, de sujets qui sont soumis à des débats publics, mais ça pourrait être d'autres sujets. Et pour la personne qui produit le contenu, c'est un exercice de synthèse. Vous trouvez sur un seul jeu l'intégralité quasiment des arguments principaux d'un débat. Donc c'est intéressant pour un joueur. J'ai passé assez vite. Alors pour qui on pourrait faire ces matrices? Ces matrices, on pourrait les faire aussi bien pour des journalistes, pour des médias, que ce soit presse écrite, TV, parce que par exemple France Télévisions fait déjà des news games, la presse écrite en a fait aussi en France. Ça pourrait être pour des ONG, c'est-à-dire qu'on peut faire du news game qui porte un message, on n'est pas obligé d'être neutre ou autre, ou alors même pour des institutions publiques qui voudraient communiquer autour de leur projet par le jeu. Et comment on fait l'argent avec ça? Très rapidement. Il faut passer à la caisse, donc ça pourrait être un abonnement où vous pourriez payer à l'export, mais ce qui est intéressant surtout là-dedans, c'est tout ce qui est les achats dans l'application. C'est-à-dire que pour progresser dans le jeu, par exemple, je peux être obligé d'acheter des atouts supplémentaires, et ces atouts supplémentaires, ça peut être du contenu, de l'article, de la vidéo ou autre, qui ont été produits par les journalistes et ça vous permet d'avancer dans le jeu. Donc on a un modèle économique qui se base sur ce qui est déjà produit par les médias, mais qui est amplifié et qui est rendu quasiment, dont la consultation est rendue indispensable par les mécaniques de jeu. Donc le dong du verre de muscadet a sonné. Très bien. J'entends. Ok, il y a juste quelques limites, ça peut être vraiment saoulant parce qu'on joue quasiment toujours le même jeu, première limite. Deuxième limite, c'est un cadre rigide parce que vous ne pouvez pas avoir une narration super étendue dans des mini-jeux. Troisième limite, les conditions de victoire, c'est super chaud à placer parce que sur un Dead News Game par exemple, on ne sait pas si on doit faire une victoire mathématique sur qui a le plus de nombre de points ou une victoire philosophique sur qui avait le plus d'influence. Donc c'est vraiment des grosses prises de tête. Et l'actualité nous fournit énormément de sujets, plus de sujets qu'on ne pourrait en avoir. Donc voilà, on a besoin de matrices pour traiter tous ces sujets. Donc aux matrices citoyens. Merci. Faut être un gamer pour faire du news game, faut aimer le jeu vidéo, faut avoir l'habitude de jouer pour en imaginer. Non. J'ai un nom parce que les principales personnes aujourd'hui qui font news game sont des journalistes. C'est-à-dire que ce sont des journalistes qui ont arrêté de faire des jeux, vraiment du journalisme, on va dire rédactionnel, pour faire aller sur des écritures interactives ou autres. Et c'est eux qui aujourd'hui portent le news game. Donc on n'est pas sur des gens qui ont des compétences en game design ou en jeu à la base. On peut, alors je dirais qu'il ne faut pas détester le jeu quand même parce que sinon ça risque d'être un peu compliqué, mais on n'est pas obligé d'avoir des études ou avoir une carrière dans le jeu pour faire du news game. Et pourquoi les journalistes se lancent là-dedans? Parce qu'ils trouvaient leurs articles ennuyeux? Oui, il y a les contraintes d'écriture. Après, il y a un intérêt stratégique aussi, qui est un intérêt de différenciation. Comment je fais du contenu qui sera lu, ce qui sera vraiment lu, ou du moins où les gens s'arrêteront dessus, parce que voilà, on passe 6 minutes sur un jeu, 6 minutes, je peux mettre autant de pubs que je veux, et c'est pas la même chose qu'un article qui est survolé en 20 ou 30 secondes, quoi. Il y a des questions pour Bastien? Ouais. T'es qui? Tu fais quoi? J'aurais effectivement dû commencer par ça. Moi, je suis designer. Donc, sur ces projets-là, je bosse sur l'interface et sur le game design, donc tout ce qui est les règles et comment on joue au jeu. Pour la petite histoire, on est en train de monter, donc avec les deux compères de Nantes avec qui on était partis à Cologne pour monter ces jeux, on va monter une structure pour faire du news game. Du news game interne sur des sujets qui nous intéressent à nous, et du news game aussi en prestation pour des gens qui auraient besoin d'un contenu en tant que tel. Donc l'idée, c'est que ça a commencé entre guillemets comme une passion, du moins un intérêt pour ce que peut être le jeu dans le débat public, et au fur et à mesure ça se structure, et pourquoi pas devenir du coup une offre, et notamment avec cette idée de matrice. C'est une variante du serious game. C'est juste que le news game en fait est d'une certaine manière un serious game, sauf qu'il s'intéresse à un sujet d'actualité. Alors que le serious game peut être super large et sur des sujets qui sont déjà passés ou qui vont se passer. Votre équipe, du coup, c'est de construire une plateforme que les gens pourront utiliser, ou c'est vous de construire les projets en part? Justement, on s'est rendu compte en construisant les projets que, mine de rien, on pouvait les exploiter pour d'autres trucs.
Et l'idée, c'est de construire une plateforme pour que des gens, par exemple, je pense notamment aux journalistes, qui construisent un gros dossier, alors si je reprends Notre-Dame-des-Landes, ils ont construit un gros dossier sur Notre-Dame-des-Landes, et qui soient capables de générer un jeu à moindre coût pour aller avec ce dossier. Ils réutilisent le contenu de leur dossier, donc ils ne sont pas obligés de travailler 2 fois, ils le passent juste dans le filtre du jeu, ils appuient quasiment sur le bouton générer, et ils ont un jeu qui peut aller avec leur article. Comment on évalue l'impact du newsgame sur l'utilisateur, sur ce qui retient de l'info? Je dirais que ça dépend vraiment de la personnalité du joueur. Il y a 2 grandes catégories de joueurs. Il y a le joueur. Lui, il va pas s'intéresser à savoir pourquoi tel type, par exemple dans Shengas, il va pas s'intéresser à savoir pourquoi tel type de tactique d'un lobbyiste va être utile contre tel type d'opposant. Lui, tout ce qu'il voit, c'est que ces 2 trucs-là, ça permet de faire des points. Très bien. C'est une manière de jouer, et c'est jouer pour jouer. Après, il y a d'autres joueurs qui vont passer plus de temps, qui vont essayer de comprendre pourquoi, cette technique marche, et qui peut-être après vont avoir encore plus faim et vont aller sur d'autres médias pour apprendre plus. C'est les 2 gros comportements qu'il y a dedans. Et ça, je dirais que c'est quasiment inhérent à la personnalité du joueur et pas tant à la personnalité du jeu en tant que tel. Il y a beaucoup de newsgames qui sont des newsgames narratifs, donc qui demandent une immersion, qui demandent à passer une demi-heure devant, à lire beaucoup de textes. C'est une forme de newsgame, c'est peut-être pas la forme la plus accessible. Si on regarde Shengas ou NDDL, on a bouclé une partie en 5 minutes et on a au moins appris 2-3 trucs, ne serait-ce que par les écrans intermédiaires qu'on est obligé de lire avant de passer à la suite, quoi. Une dernière question peut-être? Oui. Est-ce que la matrice, elle pourra finalement rendre compte de la complexité d'une question? Ce sera trop manichéen entre un noir et blanc pour ou contre? Parce qu'on a vu qu'il y a des jeux, notamment en format monnaie, qui a demandé 2-3 ans, 600 000 euros de développement, et qui a fait une usine à gaz très fouillée, mais finalement assez peu jouable. Est-ce qu'avec votre système, on peut quand même, sur un débat de société important et complexe, avoir un point de vue équilibré, où c'est vraiment blanc contre noir? Alors, je vais parler sur NDDL du coup, parce que NDDL, c'est le jeu qui a mis en balance les 2 points de vue. NDDL, on a pris une entrée qui était extrêmement manichéenne pour forcer au joueur de mitiger sa position. C'est-à-dire qu'au fil et à mesure du jeu, en consultant les arguments, il se rend compte qu'il peut pas être totalement pour ou qu'il peut pas être totalement contre. Mais qu'à un moment ou à un autre, raison gardée, on est obligé d'adopter une position qui est un peu entre les 2 chaises, parce qu'il y a des bons arguments d'un côté et il y a des bons contre-arguments de l'autre côté. Donc on peut avoir une tendance, par exemple, opposant, mais reconnaître que certains arguments du autre camp sont valables. Et on veut forcer le joueur à faire ça en lui proposant un jeu qui à la base est manichéen et qui va le provoquer d'une certaine manière. Voilà, merci encore. J'ai 2-3 petits remerciements. Déjà, Rodolphe, Rosier et puis Sébastien Tourbillon du quartier de la création qui nous ont aidés à monter cette soirée. Philippe Roux là, qui est aux commandes là, avec son fils Emilien qui nous a filé un coup de main en régie. Donc vous pouvez retrouver les pitchs sur la chaîne YouTube là, de West Media Lab. Et puis remercier aussi Interloire, et ce soir le vigneron qui va nous faire goûter son vin, c'est Philippe Ganichot, château de la Casse-Michère, à Chapelle-Olin. Voilà, et puis une date aussi, prochain rendez-vous Storycode, ce sera aussi pour présenter des